Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Débats du Web. Aujourd'hui, on est tous confinés dans nos maisons, confinés dans nos salons, mais c'est pour le bien de l'hôpital. Alors pour ce débat-là, j'ai eu l'idée d'inviter des personnes. Donc merci d'avoir répondu présent les gens, hein, donc merci et bonjour à Sabrina, Bonjour. merci à Paul Ah bah, de rien, merci à toi. et merci bonjour à Marc. Bonjour. Donc pour cette émission, spécial confinement, hein, il s'agira donc d'aborder la question du coronavirus, hein. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de coronavirus? Alors heureusement, aujourd'hui on a une amie, Sabrina est une infirmière et pourra nous en parler un peu plus scientifiquement. Puis on va essayer d'aborder un peu la gestion de crise, hein, la situation on va essayer d'aborder la situation dans les hôpitaux. Et enfin aussi parler la situation économique, notamment la gestion de crise dans les entreprises et l'exercice de plus en plus massif du droit de retrait par les salariés. Donc d'abord, commençons, hein, commençons. Déjà Sabrina, est-ce que tu pourrais te présenter un peu? Alors moi je suis donc Sabrina, je suis infirmière depuis 2014. J'ai exercé donc dans un service d'urgence de 2014 à 2000, heu, septembre du coup 2019 et ensuite, je suis partie travailler dans un service de soins de suite et de rééducation pour pouvoir suivre, des cours à côté. Heu, après, j'ai 30 ans et je suis bien bien assez au courant de la crise, hospitalière. En général, aux urgences en particulier, et puis, si je peux apporter quelques précisions par rapport au coronavirus, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Merci bien. Paul, de moi nous dire sur toi, histoire de te présenter un peu à ceux qui nous regardent. Pas de souci, pas de souci. Alors moi je suis étudiant à Saint-Étienne en première année d'histoire. J'ai 19 ans et voilà ce que j'ai à dire. Après, pareil, je suis confiné comme tout le monde chez moi à cause du corona. Marc, à toi. Ah bah moi, Marc, 27 ans, tout comme Sabrina, je suis en reprise d'études, mais moi cette fois en histoire et sinon, quand je arrive à trouver du travail dans ce monde de plus en plus compliqué, je suis généralement tourneur-fraiseur. Alors, on va commencer tout de suite, hein, avec le premier sujet de notre émission. Il s'agit du coronavirus et la gestion de la crise du coronavirus. Alors là-dessus, je te laisse tout de suite la parole, hein, Sabrina, parce que étant donné que tu es infirmière, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce coronavirus? Alors c'est un vaste sujet, mais pour la faire courte, en fait, le coronavirus, c'est un virus qu'on connaît, étymologiquement un virus, une couronne, donc il y a des petites, dents tout autour du virus et c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et la particularité du Covid-19, donc, dont l'histoire en fait, c'est que c'est un virus qui nous préexiste et qui existe sur les animaux à la base. Et comme on a un petit peu empiété sur l'habitat naturel des animaux, forcément, il s'est transmis, donc a priori sur un marché aux poissons de Wuhan. Euh, ce Covid-19 a la particularité d'être très contagieux et comme c'est une, comment dire, un virus en fait qu'on ne connaît pas sur l'homme parce qu'il n'était pas du tout humain, euh, il n'affectait pas les humains avant ça, on n'a pas de vaccin. Donc c'est en gros les raisons qui font que ce virus il nous fait très très peur. Sachant que ce qui est dangereux, en fait, c'est plus sa contagiosité que le fait d'être infecté par le virus si on est jeune et plutôt en bonne santé. Tous les experts sont assez d'accord pour dire que
c'est plus le fait déjà d'un terrain en fait d'immunodéficience déficiente, hein, d'immunodéficience, ouais, qui favorise les critères de gravité de l'infection à coronavirus Covid-19, plus qu'en fait le Covid-19 en soi, puisque il n'est pas si grave que ça chez les personnes jeunes et en bonne santé. Du coup, l'intérêt de confiner tout le monde, c'est plus de ne pas le transmettre aux personnes les plus vulnérables et puis Ouais, de ne d'où pas l'intérêt de rester s'infecter chez soi, quoi. mutuellement, quoi. Comment? D'où l'intérêt de rester chez soi. Après, tu disais que ce virus est très contagieux. Pourtant, c'est pas un des plus contagieux non plus, quoi. Enfin, je crois qu'il peut contaminer une personne contaminée peut contaminer 1 à 3 personnes. On a vu d'autres maladies qui contaminaient beaucoup plus. C'est le cas de la grippe tous les ans, en fait. C'est pour ça qu'au départ, on ne s'est pas attendu à ce qu'il y ait une vague telle. Après, euh, moi, j'ai tendance à penser que c'est un message de la nature aussi, et il faut se dire aussi que les gens s'auto-vulnérabilisent, je dirais, parce que tout le monde, en fait, se crée, nos modes de vie nous créent des terrains, des terrains, en fait, de vulnérabilité et des facteurs de gravité. C'est-à-dire que quelqu'un qui fume, qui est asthmatique à cause de la pollution, est à risque, sauf qu'on ne s'en rend pas compte et que c'est une énorme frange de la population qui présente, en fait, ces vulnérabilités-là, qui sont, en fait, bénignes dans un contexte normal, entre guillemets. Je sais pas si je suis assez claire, mais Ouais, ouais, ouais. Mais enfin, dans le contexte du coronavirus, le coronavirus en soi n'est pas dangereux, mais additionné aux petites choses qui normalement craignent rien, bah ça crée un risque en fait, c'est ça. exactement. En fait, c'est les personnes qu'on pense en bonne santé, mais qui sont en fait tabagiques, qui sont asthmatiques ou qui ont d'autres pathologies. Donc, il y a des gens qui ont 45, 50 ans, qui sont plutôt donc jeunes et qu'on pense en bonne santé, mais qui prennent des traitements contre l'hypertension. Voilà, qui ont en fait des terrains euh, fragiles plus que ce qu'on pourrait voir et pas forcément visibles, enfin croire et pas forcément visibles, qui sont les plus graves. Et en fait, le problème aujourd'hui, mon voisin fait ses travaux. Euh, le problème du Covid-19, c'est qu'on n'a pas de vaccin et que ces personnes-là, quand elles sont infectées, eh ben, ça s'ajoute en fait aux autres. Et ça, c'est inhabituel et inédit. Alors juste pour ceux qui nous regardent, ça c'est le problème du confinement du coup, hein. On tourne l'émission depuis chez nous et bah les voisins ils savent pas on peut pas leur demander de faire du silence non plus. Donc excusez-nous si jamais il y a des bruits parasites. Excuse-moi du coup Sabrina, je t'ai coupé, tu disais? Je pense que j'avais fini. En fait, ce que je disais pour résumer, c'est que c'est des personnes qui sont habituellement en bonne santé, en tout cas qu'on pense en bonne santé, et ça aussi nous fait relativiser comment dire, la notion de santé, qui sont en fait à risque. Les gens qu'on retrouve en réanimation, c'est des gens qui ont, entre guillemets, des petites maladies ou des habitudes de vie qui les fragilisent, c'est-à-dire les fumeurs, les asthmatiques compte tenu de la pollution de l'air. Voilà, c'est des maladies qui habituellement sont bénignes, mais là, associées à une infection pulmonaire virale, et ben, ça les fragilise au point que ces personnes, et ben, elles sont envoyées en réanimation aussi, quoi. Voilà. Et du coup, bah toi qui es infirmière, tu t'es tenu au courant de la situation dans les hôpitaux à peu près? Alors, ce qui se passe en fait dans les hôpitaux et là où le confinement aurait peut-être dû être décidé un petit peu plus tôt, c'est ce qui se passe aussi dans les hôpitaux italiens et c'est en fait la conséquence directe des politiques d'austérité et de casse du système
de services publics en général et de santé publique en particulier. Et la crise hospitalière qui sévit depuis 2 ans maintenant, hein. Ouais, qui est Euh, pas nouvelle, hein, qui est vraiment pas nouvelle, cette crise c'est du la monde conséquence hospitalier. d'une décennie, voire plus, de politiques d'austérité, en fait, hein, et qui sont, voilà, après c'est un autre débat, mais voilà, c'est vraiment le fait d'avoir fermé des lits, d'avoir limité le personnel soignant dans les structures, etc., qui a fait que il n'y a pas assez de matériel, il n'y a pas assez de lits en fait aussi pour accueillir les personnes, les isoler de manière correcte. Et puis certainement aussi les premiers temps, parce que ça se passe comme ça, c'est la réalité du terrain. Les premiers temps, quand on ne savait pas, on avait nos blouses et les gens nous toussaient dessus. On leur mettait un masque, mais pas forcément de manière systématique parce qu'on en manquait. Et du coup, en fait, un soignant peut transmettre aussi euh, attention, c'est pas de manière complètement involontaire, peut transmettre aussi à 2, 3, 4 patients qui, eux, sont vulnérables, puisqu'ils arrivent déjà dans les urgences, dans les services, dans des situations de maladie, peut transmettre en fait le Covid. Et en fait, c'est là où les politiques qui sont menées sur le plan sanitaire en France et qui se sont accélérées là depuis quelques années sont complètement critiquables et du coup ont favorisé, en tout cas ça c'est mon avis personnel, le, comment dire, l'état de crise qui se passe dans les milieux hospitaliers. Pour le reste, comment ça se passe? En fait, ça se passe comme mes collègues soignants peuvent. C'est-à-dire que les médecins font des choix thérapeutiques, le matériel est rationné et les patients sont triés. Donc, pas le. Voilà. On a C'est eu en fait. c'est quand même c'est quand même grave d'entendre ça, que se dire que en 2020 dans le système de santé actuel, on soit quand même obligé de se mettre à trier les patients. Parce que c'est ça que tu nous dis, c'est on fait du tri. Ben, il y a toujours il y a ce qu'on appelle un arbre décisionnel pour prendre des décisions thérapeutiques. Donc, qui est utilisé au quotidien hein, par les médecins dont ils ont l'habitude. Donc ça peut être des limitations thérapeutiques ou enfin c'est principalement des limitations thérapeutiques pour pas passer à du soin, de la prise en soin et du curatif à l'acharnement thérapeutique. Là, ce qui est inédit, inhabituel, c'est d'utiliser ces limitations thérapeutiques en vue de réserver du matériel à d'autres patients ou Oui, pour d'effectuer des en fait. problèmes organisationnels, c'est trier parce qu'on n'a pas les moyens de soigner tout le monde. Clairement oui, de toute manière, on va arriver en région, dans la Loire, l'hôpital, en tout cas l'hôpital Nord des Échos que j'en ai eu, fait Alors, énormément pour d'entrées, information, l'hôpital Nord, c'est commence à être l'hôpital central de saturé, Saint-Étienne. commence à être saturé, mais les soins sont encore possibles. Par contre, il y a des régions en France où oui, c'est catastrophique et il y a déjà des tris qui sont en train d'être faits parce qu'on sait que de toute façon, on ne récupérera pas des pa- certains patients, on sait qu'ils sont voués à mourir du Covid-19 et parce qu'ils ont des facteurs de comorbidité dont on a parlé tout à l'heure. Je pense par exemple aux personnes âgées, polypathologiques, majoritairement. Et puis, on sait que aussi, on sait que ces personnes vont mourir, et puis on sait aussi que d'autres vont arriver qui seront potentiellement jeunes et potentiellement graves aussi, parce qu'on leur dit de rester chez eux, de se confiner parce qu'ils toussent, et que du coup, on attend qu'ils aient... Enfin, on n'attend pas qu'ils aient, mais en tout cas, les gens essayent de protéger, il y a un vrai élan de solidarité, les gens essayent de protéger les autres et eux-mêmes, et du coup de ne pas sortir quand ils ont des symptômes.
Il y en a même qui essayent de s'automédiquer et qui prennent des anti-inflammatoires. On sait que l'anti-inflammatoire maintenant, c'est Ce qui est pas forcément bon, hein, parce que oui, que l'anti-inflammatoire, il aggrave les cas de, il aggrave le coronavirus, est quoi. tout à fait, c'est un facteur de risque du coup supplémentaire. Donc du coup, en fait, on sait que ces patients-là, ils vont arriver. Donc il y a des décisions thérapeutiques qui sont prises, mais vraiment en vue, et ça c'est absolument inédit, en tout cas en France, des décisions thérapeutiques qui sont prises en fait pour vraiment qui sont d'ordre organisationnel et logistique et qui sont prises pour économiser du matériel et pour Ouais, donc cet arbre de choix. Avant, il était utilisé pour définir le seuil d'acceptabilité du soin du patient. du C'est soin malade. de définir la mesure, dans quelle mesure c'est de l'acharnement thérapeutique ou ça ne l'est pas, dans quelle mesure on peut arrêter les soins ou on l'est pas, ou de les continuer, mais dans l'intérêt du patient. Cet arbre-là, maintenant, il est utilisé pour savoir, pour rationner le matériel. Et tout ça, donc, parce que l'hôpital public ne sera pas en mesure d'absorber le flux de patients atteints du coronavirus. Donc, d'où l'importance du respect de ces mesures de confinement. C'est exactement ça en fait. Faut, enfin, après, ce qu'on peut craindre et ce qu'on observe aussi, moi j'essaie toujours de garder un petit peu un œil sur ce qui se passe ailleurs et d'avoir un point de vue un peu plus global. La Corée du Sud et la Chine se sortent tout juste, donc après 3 voire 4 gros mois de crise, se sortent tout juste de la crise, qu'ils ont adopté quand même un autre point de vue que le confinement total, hein. Enfin, une autre démarche que le confinement total. Euh, Ils y ont mis d'autres moyens aussi, hein, moyens qui sont pas celles de la France. Et puis, le respect des normes édictées par les gouvernements coréens et chinois était quand même copieusement respecté. mais exactement, il y a un vrai problème de discipline en France. Après, je pense aussi qu'il y a un vrai problème de crédibilité du gouvernement aux yeux de la masse, quoi. Mais en Donc, fait, c'est bien ça ça laisse quand je même. pense que ça c'est un problème important que tu as touché. C'est Macron, une semaine avant d'annoncer le confinement, disait à tout le monde, mais ça fait rien, sortez, sortez. Et puis même Mais je pense que pendant c'est plus cette profond que ça. Je pense que les gens accordent plus énormément de crédit à la à ce parole du gouvernement, gouvernant, ouais. à ce gouvernement Parce qu'il y a aussi ce parce que parallèle, c'est que même pendant la période même c'est pendant la période de on est- confinement, il y a la ministre du Travail qui encourage à aller travailler. On vous dit restez chez vous, mais allez travailler. On ne sait plus où est la tout juste simplement, on mesure. maintient les municipales. Oui, il y avait aussi ce débat-là sur il y a aussi ce débat-là sur le maintien des municipales, bien sûr. Alors après, moi, je suis partisane aussi, je me fais un peu l'avocat du diable de dire que on a le droit de faire des erreurs. Donc, on a le droit d'avoir peut-être des experts, en tout cas un gouvernement, qui pensent qu'il faut maintenir un minimum d'économie. Voilà, c'est des choses qui se prouvent aussi au fil du temps et se prouvent complètement fausses ou partiellement vraies au fil du temps. Je pense que faut pas se mettre martel en tête à incriminer, à chercher des coupables là tout de suite. Mais ouais, je pense que les règles de confinement, elles sont pas respectées aussi parce que on a un gouvernement qui en fait se fout de la gueule du peuple euh, assez ouvertement depuis le début du quinquennat. Donc en fait, oui, quand on appelle les Français des Gaulois réfractaires, Réfractaire, ouais. oui, le Gaulois réfractaire montre à quel point, effectivement, si tu te fous de ma gueule, eh ben, je vais me foutre de ce que tu dis aussi, quoi. Et c'est pas, et je dis pas enfin, c'est pas une manière pour moi du tout, attention, de mettre en avant les autoritarismes des gouvernements chinois et coréens, hein, du Sud, mais en tout Là-dessus, cas, peut-être les Paul et décisions Marc, vous avez peut-être un truc à qui dire sont là-dessus? prises.
Pardon? Moi, oui, mais je vais laisser Sabrina finir d'abord. Moi, je Ah ouais, dirais excuse-moi, que, en je tout t'ai cas, interrompu. les gouvernements chinois et coréens n'ont pas eu besoin de dire qu'ils étaient en guerre pour que les consignes soient respectées. Vas-y, Marc. Pour revenir sur la gestion de la crise déjà dans les pays asiatiques, notamment la Chine. Déjà oui, effectivement, en fait, on n'a pas la même population, c'est-à-dire que la population en Corée et en Chine ont été beaucoup plus solidaires des actions du gouvernement pour lutter contre, qu'on s'appelle le coronavirus. Par exemple, qu'on s'appelle en Corée, on a eu bien entendu la fameuse dame d'une secte protestante qui avait répandu la maladie, mais ça avait fait scandale dans tout le pays avec les gens qui essayaient absolument d'empêcher, enfin qui essayaient d'empêcher la maladie de se répandre. Et ça avait fait d'autant plus scandale que quelqu'un avait osé braver les mesures. Après, pour le cas de la Chine, je tiens à signaler que si l'ensemble du pays n'a pas été mis en confinement, c'est parce que déjà la Chine, quand finalement elle a pris en compte après 2 mois qu'on s'appelle de 2 mois d'attaque de la maladie, là, c'est qu'ils ont confiné quand même plusieurs régions du pays, et notamment Wuhan, la zone d'où est apparu le principal foyer, est toujours confinée à l'heure actuelle. La crise n'est pas finie, mais par contre, la crise ne se, qu'on s'appelle, ça, la maladie se répand beaucoup moins dans le pays. Et c'est là où moi j'en veux énormément au gouvernement qu'on a actuellement, et ce que je comprends pourquoi le gouvernement ne fait pas confiance, c'est que la Chine en janvier signalait au monde entier qu'il y avait probablement enfin qu'on s'appelle que la maladie qui se répandait est extrêmement contagieuse. Nous en Europe, et je dis bien l'Europe en général, on s'est moqué d'eux. Et finalement, on n'a fait aucun contrôle quasiment pour surveiller ceux qui revenaient, ceux qui partaient, etc. Si bien que, par exemple, que quand vous partiez en Asie, c'était les pays asiatiques qui vous contrôlaient, vous, au départ et à l'arrivée, pour certains pays comme le Japon. Et en France, on n'a pas eu beaucoup de mesures pour vérifier si les personnes tombaient malades ou pas. Alors que les pays asiatiques comme la Corée et la Chine nous ont prévenus à l'avance que fallait faire quelque chose. Donc, C'est bien quand même un voilà. truc de dingue qu'on a observé ça, que le virus s'est presque téléporté de la Chine en Italie. Alors je dis pas que les autres pays environnements n'ont pas été touchés, au contraire, hein. Vous voyez, il y a plein de pays aux alentours qui ont fermé leurs frontières et qui ont des cas plus ou moins graves. Euh, je pense notamment à ces images d'Arabie Saoudite, on voyait d'habitude la Mecque qui est remplie, mais là qui est vide et qui a pris des mesures drastiques pour empêcher l'épidémie de se répandre. Mais c'est quand même dingue de se dire que il n'y a pas eu de phase de transition entre les pays, entre l'Asie et l'Europe. Ça s'est vraiment téléporté de la Chine à l'Europe. C'est incroyable. Alors que pourtant, en Russie, il y a eu très peu de cas et pourtant la Russie et la Chine ont des frontières communes. La Russie, dès l'annonce de la pandémie en Chine, a immédiatement fermé les frontières aussi. Ça faut tenir. Oui, bah enfin, ça c'est après ça pose la question que est-ce que l'Europe a eu conscience du danger, hein. Et puis bon, ben Sabrina nous apporte un début de réponse en disant que non. Et c'est vrai que bah, les conséquences sont là, quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment un problème de négligence? Est-ce que c'est un problème d'amateurisme? Je sais pas, quoi. Eh ben, disons que Moi, à l'heure où l'Italie nous disait, où on se foutait clairement de la gueule des Italiens confinés total, etc., qui eux-mêmes applaudissaient leurs soignants et chantaient leur hymne national au balcon, nous, on n'était toujours pas confinés et on n'avait encore pas pris la mesure de ce qui se passait là-bas parce qu'on se gargarisait d'avoir un système de santé publique plus efficient que le leur. Aujourd'hui, on se rend compte, et ça c'est, ouais, ça va être, j'espère qu'il y a une vraie prise de conscience qui va se faire, que, ok, les Italiens, ils ont fait des coupes budgétaires drastiques sur leur politique de santé et les institutions hospitalières, etc. Nous, c'est exactement ce qu'on était en train de faire, c'est ce que Agnès Buzyn était en train de mettre en place avant de postuler pour, pour les municipales à Paris. Et en fait, avec un système plus efficient que celui de l'Italie, on n'y arrive encore pas.
Et c'est effrayant de se dire ça. Et surtout, il faut absolument prendre conscience que l'argent qu'on met dans l'hôpital, tout comme l'argent qu'on met dans l'école, etc., dans les services publics, euh, il est peut-être pas rentable, mais il est utile. Et c'est vraiment, je pense, que ce qu'il faut retenir de cette crise, en fait, c'est que... C'est peut-être. Alors, je pose la question, c'est peut-être une bombe que j'ai posée, mais est-ce que c'était pas l'efficience de notre système de santé? Est-ce que c'était peut-être pas une chimère qu'on avait à nos yeux? Enfin, on se dit on avait un système de santé super, et j'y crois, hein, j'y crois au fait qu'on avait un système de santé super, mais du fait de la casse du service public, hein, de façon que c'est cette casse que je dénonce régulièrement sur ma chaîne, hein, vous pouvez, il y a vous pouvez consulter les diverses vidéos. D'ailleurs, une fiche qui s'affiche, une fiche qui s'affiche, ou une fiche qui va apparaître pour vous rediriger vers la vidéo où je parle du service public et de la casse du service public. Mais oui, du fait qu'on ait cassé ce service public et qu'on n'en ait pas tenu compte pour traiter l'épidémie d'aujourd'hui, est-ce qu'on s'était pas fixé, est-ce on s'est pas mis en tête une chimère et est-ce qu'on n'a pas vu trop beau dans notre système de santé, ce qui aboutit aujourd'hui à la catastrophe qu'on est en train de vivre, quoi. On Pour peut... moi, comment ça s'appelle? Si, en fait, en gros, en fait, d'ailleurs, en fait, c'est une crise un petit peu du système néolibéral qui est en train de s'effondrer. Parce que c'est le système néolibéral qui a voulu absolument casser en fait ce système de santé qui était honteusement trop de gauche à leur goût, trop étatique, puisque en fait à chaque fois qu'on supprimait de l'argent dans les hôpitaux, c'était pour le donner à des cliniques qui elles en fait ne s'occupent que de ce qui est rentable. Et le problème en fait, c'est qu'on s'est à mon avis tellement mis en tête qu'on avait repoussé les grandes maladies, etc. Parce que la dernière grande maladie qu'on avait eue en France quand même, c'était la grippe espagnole. Et ça faisait 100 ans qu'on n'avait pas eu ce souci. Donc à mon avis, les hauts responsables se sont dit, on s'en fiche un petit peu des 2-3 maladies qui se répandent dans les autres pays du monde, nous ça suffit. Et on n'a pas besoin de mettre autant d'argent dans les hôpitaux parce que pour un rhume, on va pas se déranger pour grand-chose. Et je pense que c'est là où est arrivé le problème et que bon, ben, la caisse des hôpitaux que signale de temps, Sabrina, qui se sont mis à enlever de l'argent parce que pour eux, ça servait à rien, que c'était pas rentable, quoi. Et comme tu l'as dit toi-même, l'hôpital public n'a pas à être rentable en fait. Paul, Mais exactement, t'as après, peut-être un... je excuse-moi, vas-y, dirais... vas-y Ouais, Sabrina, ouais, vas-y. excuse-moi. Moi, je dirais pas du tout qu'on était dans quelque chose de chimérique. Euh, qu'on considère comme acquis euh, le fait d'avoir l'accès aux soins gratuits, entre guillemets, hein, parce que ça reste l'argent du contribuable. Hein. Moi, ça me fait doucement sourire quand nos dirigeants actuels nous sortent l'État va financer 80% des salaires. L'État, non, l'État, c'est nous, l'État, c'est nos impôts. Donc, en fait, on va financer la crise qui est en train de se passer. La crise, elle n'aurait pas été si grande si on avait eu une redistribution des richesses euh, qui avait été, euh, qui avait été en faveur du service public, en fait. Donc, du coup oui, c'était pas du tout chimérique, en fait. Les problèmes qui existaient, ils existaient déjà avant. C'est juste la crise de trop. Mais dans les hôpitaux, il y a un collectif interurgence qui existe, il y a un collectif interhôpitaux qui existe. Avant cette crise, il y avait des médecins qui poussaient des coups de gueule tous les jours, qui ont démissionné de leurs fonctions administratives, des chefs de service qui ont Mais oui, il y en démissionné a de eu leurs fonctions 1500, administratives. 1500 médecins quand même, hein. C'est énorme, hein. Mais c'est inédit. Enfin, je veux dire, il se passait des choses avant le Covid-19. Donc, non, le système, il n'était pas chimérique. C'est juste que, de manière individuelle, on ne subissait pas forcément, puisqu'on était jeune, bien portant, comme je l'ai dit tout à l'heure. En fait, maintenant, les jeunes bien portants, ils subissent aussi euh, les dangers parce que c'est eux qu'on priorise, donc ils subissent simplement les dangers de tout ça. Mais nos grands-parents, en fait, qui ont cotisé toute leur vie et qui aujourd'hui n'ont pas accès à des soins parce que il faut les garder pour les jeunes, ça pose question, ouais. Mais c'était pas. Moi, je pense pas qu'on était dans de la chimère. Au contraire, je pense que il y avait un début de lutte, mais qu'on avait surtout un gouvernement
qui était, comme tu l'as très bien dit Marc, néolibéral, dans un contexte politique néolibéral qui favorise la rentabilité, comme on le voit, au risque Qui est bien un de problème parce que le service des morts. public, le service public n'a jamais eu pour vocation d'être rentable. En fait, Mais tout à c'est fait, le peut-être service ce public, problème, il a ce vocation à être problème-là, financé par les gens. oui, c'est C'est ça. C'est en fait le service public et bon bah du coup je fais directement la référence à ma vidéo, hein, mais sur le service public. Le service public a pour but de rendre un service nécessaire à tous. Il a pas, ce n'est pas une entreprise privée, il n'a pas pour but d'engranger de l'argent. Il a pour but de rendre un service. Et si on pense le service public comme la gestion d'une entreprise, on va l'envoyer droit dans le mur. Et je pense, ce qui est arrivé à notre hôpital public. On veut qu'il rapporte de l'argent et donc on fait des économies. On économise, le on économise, on économise, on tord le cou heu, aux aides-soignants, aux infirmières, aux médecins, jusqu'à ce qu'arrive la grande crise et qu'on ne soit plus foutu de la gérer correctement. c'est un petit peu ça qui se passe. Alors je nuancerai juste un petit peu en disant que, on n'essaye pas de faire de l'argent dans le service public, on essaye de rembourser une dette, qui dont en fait on ne sait même pas d'où elle vient. Donc ça, je suis pas assez experte, hein, faudrait creuser, mais c'est des sujets économiques, c'est pas, je suis pas une grande experte de l'économie, mais on fait pas de l'argent avec le service public. Là où on essaye de faire des économies, c'est pour rembourser la dette. Je pense d'abord que déjà, on a des gouvernants qui devraient rendre l'argent pour commencer, et puis on a aussi bien aider la Société Générale quand, pendant 2008, en 2008, oui, c'est ça, ils ont perdu des milliards. Donc en fait, de Avec l'argent, l'affaire Jérôme, clairement, ça c'est l'affaire Jérôme Kerviel. voilà, tout à fait. Et du coup, on a bien aidé les banques quand elles s'écroulaient. Donc, il est temps de se rendre compte qu'il faut aider le service public, en fait. Et je pense que, et La je pense- parole à Paul parce qu'on l'a pas beaucoup entendu sur Oui, non, excuse-moi de mais te non, couper mais Sabrina, mais pas de parce souci. qu'on on a encore un peu moins d'une minute sur ce sujet-là. Oui, mais je pense que cette fameuse crise qu'il y a en France, c'est dû à un système bien plus large, c'est un système composite en fait. Ce qui est dû, c'est que depuis bien longtemps, avec la casse du service public qui a affaibli les hôpitaux petit à petit, c'est avec la très faible, non, je vais pas dire information, mais la très faible prise de conscience, je veux dire, des populations vis-à-vis du Covid-19 qui a fait que justement ça se propage de plus en plus vite dans les pays. La faiblesse de réaction de chaque gouvernement, en particulier du gouvernement français, du gouvernement d'Emmanuel Macron, qui a quand même tardé avant quand même de prendre conscience que que le Covid-19 pouvait se répandre un peu comme une traînée de poudre un peu de partout. Donc je pense que c'est pas dû qu'à une seule personne ou à un groupe, une entité en particulier, mais je pense que c'est plutôt un truc composite, ouais, qui date depuis bien longtemps, et puis plus simple, plus simple, plus simple, au bout d'un moment, on arrive à un truc qui est gigantesque, un peu comme la crise qu'on a maintenant en France. Oui, bah c'est sûr, hein, c'est une accumulation de mauvais choix qui font que l'hôpital public est dans cette catastrophe-là. Maintenant, la question, ça va être de savoir comment, qu'est-ce qui va se passer après. Je veux dire, après enfin le président le président il l'a dit dans son discours, il y aura un après coronavirus. Et maintenant, s'agirait de réfléchir sur qu'est-ce que ça va être cet après. Est-ce qu'on va se dire bon, ça nous a servi de leçon et on va corriger ce problème et on va injecter plus d'argent dans l'hôpital public, ou est-ce qu'on va se dire finalement bon, c'était exceptionnel, on a géré la crise comme on a pu et on continue à maintenir le cap. Ça va être une question qui va se poser et je C'est pense que il faut qu'il y ait un débat qui se crée autour de ça, quoi. ouais, c'est une question quand même qui est vachement dangereuse. Ça, c'est est-ce qu'on injecte plus d'argent ou est-ce qu'on continue le cap? Je pense qu'il y a une question, qu'il y a une réponse qui peut t'apporter. C'est la crise est passée, c'est bon. Tu l'as C'est coupé.
Ah, Ça coupe. Est-ce que pardon. je peux juste répéter? Oui, donc je pense que c'est une question quand même qui est vachement dangereuse, portée sur l'après-coronavirus. Et après, est-ce que le gouvernement, comme il est en train de faire maintenant, il se sert de la crise pour pouvoir justement faire passer des lois antisociales, en gros, entre guillemets, hein, revenir sur les 35 heures, etc. Est-ce qu'il ne serait pas en train de se dire justement sur ce coronavirus, oui, la crise est en train de redescendre, profitons-en tant qu'il est encore temps de justement casser encore plus ce qui se passe. Du moment que la crise est en train de passer, euh, c'est ça, je pense qu'il est en train de se dire. Peut-être, ouais, Je peut-être. comprends. Vas-y Sabrina. Moi, j'ai pas tout très bien, j'ai pas très bien compris le point de vue de Paul. J'espère pas du tout que c'est ce qui est en train de se passer. En tout cas, que nos gouvernants sont pas en train de se dire super, Oui, continuons dans ce qu'on est en train de faire dans nos politiques antisociales, etc. Euh, Moi, ce que j'aurais aimé surtout, et là où le gouvernement a pour moi failli, clairement, c'est j'aurais aimé un espèce de mea culpa, en tout cas. Au nom des victimes hein, qu'ils ont fait, que leurs politiques finalement eh ben, ont et vont engendrer un mea culpa simplement et peut-être, mais on sait ce que valent les promesses en politique, hein, mais peut-être la promesse aussi euh, d'un, euh, d'une révision ou d'une remise en question du Parce système que est-ce que d'une certaine actuel. manière il l'a pas un peu fait parce que dans son discours, enfin à la fin de son discours, il nous a sorti de façon un peu émouvante, j'en prendrai toutes les responsabilités, virgule, toutes les responsabilités. Enfin, je vous remets le discours Nous d'ailleurs gagnerons. en direct. Mais cette période nous aura beaucoup appris. Beaucoup de certitudes, de convictions sont balayées, seront remises en cause. Beaucoup de choses que nous pensions impossibles adviennent. Ne nous laissons pas impressionner. Agissons avec force. Mais retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement, nous aurons appris. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. Hop. enfin bon, c'est quand même un peu bizarre, hein. Je veux dire, c'est un peu comme le discours, il y a un responsable, il est ici, qui vienne le chercher, quoi. C'est un peu ça, mais je veux dire, il prend jamais les responsabilités. Je veux dire, Oui, jamais, venant de comme Macron, ensuite, ça serait il y pas a étonnant, hein. Avec ça, hein. Un président qui te dit je prends la responsabilité de victime, c'est un peu comme dire au médecin ah vous n'avez pas sauvé ma grand-mère. oui, c'est ça. Vaut que dalle. Je veux dire, on est en crise. La grand-mère de 90 ans qui a une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque associée et je ne sais pas moi, du diabète, ça va être très compliqué d'attaquer l'hôpital parce qu'elle n'a pas eu droit à un respirateur. Donc en fait, un président qui te sort j'en prends la responsabilité de quoi? Il n'a pas créé le virus jusqu'à preuve du contraire. C'est un peu facile. Je pense que remettre en question euh, le système, Non, mais s'il a attaqué, c'est la pas sur valeur le qu'on fait donnait sur le au fait qu'il y ait service public, coronavirus, c'est sur la façon dont il a géré l'hôpital qui a conduit à la gestion de cette crise catastrophique du Covid-19. mais ça revient toujours au même en fait. Parler de la gestion du Covid, c'est éviter de parler de la gestion économique et de l'austérité économique qu'on a fait peser sur l'hôpital. En tout cas, pour Là, moi, c'est masquer le vrai problème. là, sur le coup, je te rejoins toi et je pense qu'en fait que ça rejoint le discours que voulait dire Paul. Parce que en fait, là, le président en fait ne s'est pas excusé spécifiquement comment ça s'appelle, de l'épidémie en cours. Il a dit qu'il s'excusait en gros de ce qui allait arriver. Or, le problème, c'est qu'il n'a pas précisé s'il s'excusait parce qu'il avait mal géré et que donc la crise allait prendre plus d'ampleur ou plutôt pour les problèmes économiques. Parce qu'ils ont débloqué plus de 300 milliards d'euros pour venir en aide aux personnes, enfin aux entreprises et aux services publics. Et si bien compris, il n'y en a que 3 à 4 milliards qui sont attribués à l'hôpital. Déjà, ça veut dire que cet argent, il existait quelque part, contrairement à ce qu'il racontait. Et que deux, par rapport à ce que dit le ministre du Travail et le ministre de l'Intérieur, il semble s'excuser pour les retombées économiques et pas pour les retombées sociales, en fait.
manifestement, en fait, la vie des gens, il en a un petit peu rien à cirer, hein. Il s'est excusé pour l'argent qui va manquer dans les caisses des entreprises et pour toutes les entreprises qui vont fermer, derrière. Mm. Donc, à mon Ça avis, justement, c'est voilà. d'ailleurs le sujet de la deuxième partie de cette émission qu'on va aborder dans un tout petit instant. Donc, bienvenue pour cette deuxième partie. Merci d'être resté, merci d'être fidèle à l'émission. Pour cette seconde partie, donc, il s'agira d'aborder le volet, on va dire, économique de cette crise du coronavirus, notamment en évoquant le sujet des entreprises, hein. Est-ce que c'est possible de continuer à travailler malgré la crise sanitaire et l'obligation de confinement? Donc il s'agirait un peu de parler de ce paradoxe, parce qu'il s'agit vraiment d'un paradoxe entre l'injonction de rester chez soi et l'injonction d'aller au travail. Alors, bon, vous êtes au courant, pour pouvoir sortir, il vous faut ce fameux formulaire, il faut cocher il faut cocher la bonne case et avoir son formulaire à jour, sachant que pour ceux qui doivent aller travailler et qui ne peuvent pas être en télétravail, il faut que l'employeur donne un justificatif attestant que le travail par télétravail est impossible et qu'il est nécessaire de se rendre sur les lieux de travail. Bon là-dessus, en vérité, moi je vous expose mon point de vue, hein. Moi je pense qu'il y a une totale contradiction entre le fait d'être confiné et le fait d'aller travailler. Alors je comprends qu'il y a un impératif économique à sauvegarder un minimum d'activité en France, mais quand il y a un risque sanitaire grave et annoncé comme grave par le gouvernement, euh, tel que le coronavirus, on peut pas à la fois dire aux gens restez chez vous et à la fois aller travailler. Pour moi c'est très contradictoire. Ah Alors, bah, oh, pardon, vas-y. non, non, vas-y, je t'en prie. Vas-y Marc. Ok, bah moi je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a une contradiction, parce que bon, outre le fait que si c'est un confinement, c'est bien pour quelque chose, c'est pour empêcher la maladie de se répandre, et que surtout, je peux comprendre qu'on laisse fonctionner les entreprises non pas essentielles pour la sauvegarde économique de notre supériorité sur le reste du tiers-monde, mais que sur les entreprises de besoins urgents, enfin les besoins essentiels, oui. Que ce soit par exemple l'énergie, la nourriture, ça je peux comprendre. Mais ce que propose la ministre du Travail, c'est de faire travailler des gens qui en fait ne sont pas essentiels actuellement pour notre sauvegarde de notre société. Par exemple, les gens qu'on envoie travailler dans des usines de, je sais pas, de cartonnage et compagnie, alors qu'il y en a 10 000 autres ailleurs, ils servent à rien, tout comme ceux qui doivent travailler dans les bureaux et que certains doivent travailler en télétravail et d'autres on s'appelle En En présentiel. présentiel. en présentiel, ils ne servent strictement à rien en fait. C'est juste un risque supplémentaire de répandre la maladie. Et en plus, c'est une erreur stratégique de la part du patronat, parce que si c'est pour rendre malades leurs employés eux-mêmes, ça sert à rien de faire sauvegarder 5 semaines de plus leur entreprise si c'est pour voir tout le monde mourir juste après, quoi. Donc oui, on nage en plein délire, surtout que on prenait l'exemple de l'Italie. L'Italie n'avait pas se fermer les entreprises comme la Chine. Regardez, elle fonctionne. Actuellement, l'Italie est en train de fermer toutes ses entreprises parce que c'est le pays avec le plus gros taux de contagion, parce que justement, on refuse de fermer les entreprises. Donc oui, il faut fermer les entreprises enfin toutes les sociétés qui ne servent à rien à l'heure actuelle pour la survie de notre pays, quoi. Sachant que tout ce qui est commerce, tous les commerces essentiels à la vie de la nation, enfin on va dire en période de crise, dans l'arrêté du 14 mars 2020. Là-dessus, on trouve les garages automobiles, les papeteries. Alors autant les papeteries, je veux bien, les garages automobiles. Alors les garages, quand il s'agit vraiment de faire la réparation, oui, mais les magasins où tu peux acheter des pièces auto, l'utilité, voilà quoi. Ah si, Bah, si, si, c'est pour concrètement, faire amener au travail les travailleurs, quoi. Vas-y Sabrina. concrètement, pour moi, c'est une erreur, comme tu le dis, c'est un paradoxe incompréhensible. Et puis surtout, c'est une erreur stratégique monumentale, sachant qu'on apprend un petit peu tous les jours des choses sur le coronavirus et qu'il est contagieux bien plus longtemps, même pour les patients guéris,
après, même pour les patients asymptomatiques, etc., il est contagieux bien plus longtemps après que les premiers symptômes soient apparus. Donc en fait, on est en train de continuer à contaminer toute la population. Donc en fait, on est en train de maintenir une espèce de pseudo-économie au rabais, mais pendant plus longtemps. Donc c'est tout ce qu'on est en train de faire en fait, hein. Alors qu'on arrêterait vraiment tout ce qui craint. Et là où je rejoins pas du tout, par exemple, le gouvernement, c'est de laisser ouverts les garagistes, de laisser ouverts. Non, si on confine les gens, c'est qu'ils n'ont pas besoin de leur voiture en fait. Le principe d'être confiné, c'est de rester chez soi. On ne le dira jamais assez, donc et c'est pas d'en profiter pour faire des réparations ou du bricolage et de se ruer dans les magasins de bricolage ou de pièces auto. Le truc, c'est que la réparation d'une voiture en dehors je sais pas, d'une personne qui va au travail parce qu'elle a un travail qui est essentiel à la sauvegarde de la vie de la nation. Là oui, à ce moment-là, on fait comme pour les ambulanciers, par exemple, de nuit, c'est-à-dire qu'on ouvre des garages par alternance, hein, pour pas qu'il y ait d'inégalités. Le garage de référence, comme les pharmacies de garde, par exemple, le garage de référence, ce sera pour telle semaine, ce sera celui-ci. Pour telle autre semaine, ce sera celui-là. Ok, vous avez besoin d'une voiture, le garage vous en prête une, machin. Ça s'arrange avec les assurances, etc. C'est des modalités qui sont à voir après l'urgence, ça. Mais concrètement, ce qu'on est en train de faire, c'est contaminer plus de monde, en tout cas potentiellement plus de monde, et du coup faire durer plus longtemps ces histoires de confinement, etc. Donc envoyer les gens au travail, c'est une aberration. Paul, C'est une peut-être. aberration. Oui, Sachant ça, que, il reste du fric dans les caisses, puisqu'ils en sortent. Donc après, j'espère aussi que les gens demanderont d'où vient ce fric. Vas-y, Paul. oui, mais de toute façon, de toute façon, c'est ce qu'on disait depuis un peu le début, c'est l'amateurisme du gouvernement. Ils veulent bloquer absolument l'épidémie, quitte à que ça prenne un mois et demi, confiner tout le monde, même s'il y a des alternatives au confinement, comme on l'a dit dans la partie précédente de l'émission, mais comme il a été prouvé en Corée, etc. Mais voilà, ça sert à rien. Je veux dire, aller faire bosser des gens pour qu'ils chopent la maladie, pour plus qu'ils reviennent au travail, mais même ça n'a aucune logique libérale. Je veux dire, c'est pas, enfin, Bah, c'est quasiment d'une part, incompréhensible. si, c'est tu faire de la thune à tout prix, quoi. Oui, Donc c'est oui, mais tout. faire de la thune à tout prix. Mais je veux dire, il y a aucune vision d'ensemble. Je veux dire, il y a aucune vision de l'avenir. Là, c'est sur le moment. Oui, on va continuer à faire du fric, mais sur le long terme, il va rien se passer, quoi. Tout le monde va Ça être va en malade, coûter il va y avoir énormément des aussi. morts, il va y avoir de plus en plus de morts, et on va se demander d'où ça vient. Oui, puis hospitaliser des gens parce qu'ils ont chopé le Covid-19 et que on les envoie en réa, une nuitée de réa, c'est 5000 euros. Donc concrètement, on dépense ce qu'on est en train de gagner là, hein. Donc on se met dedans complètement, en fait. Sachant que Une nuitée de réa, c'est 5 000 euros. une nuit en réanimation, c'est 5000 Ah, euros. mais Un oui, oui, passage, c'est ça coûte super cher, hein. à minima 1500 euros pour dire bonjour à la dame de l'accueil aux urgences, parce que vous allez avoir une consultation avec un spécialiste. Donc Ouais, en donc fait, d'où le fait que c'est totalement ridicule de faire travailler les gens pour en fait, exactement. juste en considérant le risque, faire travailler les gens, ça va, bah finalement, ça risque de faire coûter beaucoup plus à l'État que de les laisser à la maison. Et puis ça participe de la décrédibilisation déjà des décisions du gouvernement et de cette décision de rester chez vous. Je veux dire, je reste chez moi, mais on m'oblige à aller au boulot, à être confronté à d'autres personnes. Finalement, le risque, il n'est pas pire. Enfin, ça fait poser des questions aux gens, en fait, alors qu'il n'y a pas de questions à se poser. Pour juguler, vu que la seule décision prise, c'est le confinement total en France, concrètement, c'est soit on reste confiné, soit on accepte que des personnes soient contaminées.
Mais du coup, on peut laisser sortir les gens parce que bon, après tout. Mais de toute Et façon, moi, je trouve que ça participe de la décrédibilisation des décisions qui sont prises, des décisions gouvernementales qui sont prises. mais de toute façon, laisser les gens sortir, il y a juste besoin de signer un tu vois, et tu peux sortir faire ton jogging normalement. Hein. Ça sert absolument à rien. Je sais pas si vous avez vu l'émission de Pierre-Emmanuel Barré sur Facebook, mais c'est ça. Hein. C'est ce qu'il dit. Il dit ça. Attends, je cite. C'est ils sont cons les gens d'aller acheter des pâtes. Il suffisait juste d'aller acheter des cartouches d'encre pour son imprimante, pouvoir faire des attestations pour tout le monde. C'est ça. Ça sert absolument à rien ce qui a été dit, ce qui est mis en place. Ça n'empêche pas du tout la maladie de se répandre. Bah, en fait, je pense pas que le but de ces attestations soit de restreindre effectivement le déplacement. C'est sûr qu'un bout de Non, papier, un bout de papier, tu le remplis, ça t'empêchera pas de sortir. Mais c'est faire prendre conscience aux gens qui vont s'engager à sortir et de mettre en danger la population. Je pense que c'est ça le but du papier en soi. Mais après, voilà quoi. C'est sûr que c'est pas un bout de papier qui va vous empêcher d'aller travailler quoi. oui, Je c'est pense, ça. je pense aussi que ça vient aussi d'un autre souci qui n'existe pas dans les pays, enfin qui n'avait pas cette problématique dans les pays asiatiques qui ont été infectés. C'est que, par exemple, si on prend le cas de la Chine, en fait, il y avait des brigades de gens qui étaient volontaires pour aller aider les personnes confinées chez eux. C'est-à-dire que nous, on dit aux gens de sortir chez eux pour aller faire leurs courses, pour aller s'occuper de leurs voisins et compagnie, je sais pas quoi, là, enfin, en cas de nécessité. Dans les pays comme la Chine, c'était des brigades qui venaient apporter la bouffe, qui venaient apporter l'eau. Ce Oui, qu'on n'a pas en France. il y a pas mal de volontariat en France aussi pour des personnes qui s'engagent pour aider les gens, hein. Oui, mais Il y tu a n'as des pas des systèmes de brigades solidarité comme qui dans sont mis la en Chine. place. Tu Non, n'as bah, pas des brigades, voilà, comme ça. le système de solidarité est pas aussi organisé qu'en Chine, mais il est quand même là. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas de la solidarité là. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui sont désignés, alors peut-être par volontariat et aussi à la fois par l'État, qui sont désignés, qui vont faire les allers-retours qui n'existent pas chez nous. Donc ces bouts de papier pour dire de sortir chez toi pour telle et telle raison, en fait, c'est pour pallier ce manque au sein de nos sociétés qui n'existe pas, quoi. Après, juste, si on revient sur la question des entreprises, il y a aussi une réalité à prendre en compte. Et là, je balance la deuxième bombe de l'émission, c'est que enfin, il y a des employés qui se disent, ouais, enfin, crise ou pas, moi j'ai besoin de manger, donc virus ou pas, j'irai au travail. Alors, je dis pas que c'est je dis pas que c'est la bonne réaction à avoir, mais d'un autre côté, est-ce que ça se comprend? Parce que faut dire que le gouvernement n'a pas annoncé qu'il allait suspendre les contrats de travail. Édouard Philippe, qu'on lui a demandé est-ce que vous allez interdire les licenciements? Il n'a pas dit non, hein. Bah, en même temps, quand même avec toutes les grèves qui se sont passées, avec la logique gouvernementale qui se met en place, c'est quand même, enfin, essayer de faire vivre sa famille, de dire oui, il faut absolument que j'aille bosser, même s'il y a le coronavirus, ça devient une nécessité. Parce qu'au final, les ouvriers, et même, je sais pas les autres métiers, mais artisans, etc. Au final, ils perdent de plus en plus de fric et du coup, ils doivent bosser, quitte à mettre en danger justement les personnes de leur entourage. En fait, c'est ça le problème, c'est que étant donné qu'on n'a pas de on n'a pas de mesure de mesure, on va dire je vais parler intermédical, mais de mesures palliatives à cette crise-là pour les salariés, ils sont maintenus dans cette obligation de travail. Et ça pose problème dans le cas, ça pose le grand problème dans le cadre d'une crise comme ça. C'est que si tu mets un confinement, en parallèle, tu dois mettre en place des aides pour les ouvriers, parce que On t'entend plus. Ah, problème allô? technique. Oui. Oui. Ah, oui, oui, je disais qu'en parallèle, si on décide d'un confinement, il faut nécessairement mettre en place des mesures parallèles d'aide aux salariés et aux entreprises. Mm. Après, c'est Oui, ce qui est mis en place, mais il faut surtout mettre des aides aux hôpitaux,
au cas où il y ait de plus en plus de personnes, d'ouvriers travaillant dans les entreprises qui sont contaminés, qui arrivent justement dans les services publics. Tu peux pas mettre de plus en plus de thunes justement dans les entreprises aux dépens de l'hôpital. Alors, moi, là où je rejoins Paul, c'est quand tu dis que les gens, leur préoccupation première, finalement, c'est faut que je fasse bouffer ma famille. Oui, clairement. Après, ce qui s'est passé en Chine, alors j'en ai pas la connaissance, mais du coup, qu'on ait une mesure, par exemple, qui assure à chacun ses besoins, par exemple, alimentaires, le temps de la crise. À ce moment-là, les gens, ils ont plus leur salaire, il leur sert plus il leur sert plus qu'à, je te dirais, payer, ben voilà, le prêt de la voiture, le prêt de la maison, etc. Sachant que l'État, guillemets, s'est engagé à payer 80% des salaires sur cette période jusqu'à la fin du confinement. Du coup, il faudrait assurer aux gens qu'ils puissent manger. Et je pense que ça réglerait déjà beaucoup la question de qui va travailler. Et ça réglerait aussi un petit peu la question de la précarité de ceux qui ont une petite entreprise ou des restaurateurs, etc., qui, eux, n'engrangent pas du tout d'argent actuellement. Hein. Donc ouais, peut-être qu'assurer un minimum de besoins vitaux à la population comment dire, enfin, ouais, assurer les besoins vitaux minimums de la population, pour moi, ça fait partie aussi de l'État, des devoirs de l'État, parce que simplement dire aux gens, ok, c'est la crise, ouais, ils vont se ruer sur la bouffe, ils vont faire ils vont faire des stocks et ils vont paniquer et ils vont retourner au travail parce que il faut faire de l'argent parce que ouais, il faut bouffer quoi. Mais Donc après, je pense que là il y a un vrai comment dire, il y a un vrai une vraie lacune en fait euh, de prise en charge du gouvernement en fait. oui, mais après, je veux dire, il y a faire bosser, par exemple, les entreprises, je sais pas, par exemple, de coupage de bois, etc. Mais c'est pas comme ce qui a été dit tout à l'heure, c'est pas comment dire, des entreprises qui sont vitales. Les entreprises qui sont vitales, c'est l'électricité, l'eau, etc. Voilà, ça, c'est des entreprises où forcément, il faut qu'il y ait des gens qui tournent, il faut qu'ils aillent travailler. Mais au lieu d'aider les entreprises justement qui sont secondaires, il vaudrait mieux je pense que je vais me répéter, puis je vais répéter ce que tu as dit Sabrina, mais justement, il faudrait plutôt permettre l'accès aux hôpitaux plus ouvert au cas où, justement, il y a des gens qui travaillent dans l'électricité, dans les secteurs qui sont quand même primaires, qui sont quand même les plus importants en France, d'aller à l'hôpital et d'être soignés le plus rapidement possible. Enfin, il y a ça, mais tu peux pas non plus pallier au fait que pour les autres salariés, pour les salariés des autres boîtes, tu peux pas leur Oui, dire allez pas travailler, touchez pas de salaire, ou en tout cas tu peux pas mettre un confinement sans leur garantir un minimum sans leur garantir un minimum de ressources. C'est notamment ce qu'on peut reprocher à Édouard Philippe quand on lui a dit est-ce que vous allez interdire les licenciements, lui il a répondu non. Bah si, il faut interdire les licenciements. Il faut interdire à l'employeur d'obliger son salarié à prendre des jours de congé, ou je sais pas, faut dire aux entreprises que l'État sera là pour assurer le paiement des salaires, oui, il faut faire quelque chose, mais on peut pas laisser les ouvriers qui pourront plus travailler, donc qui pourront plus toucher de thunes, on peut pas les laisser dire on vous laisse comme ça pendant la période de confinement. oui, c'est sûr. Mais je veux dire, après, la priorité, après, c'est là qu'est le débat, justement. C'est la priorité. Est-ce qu'on la met justement au service hospitalier public, hein, j'entends pas privé, hein, parce que c'est bon, privé, ils se gavent quand même un peu, mais au service public, au cas où, justement, il y a de nouveaux cas et permettre l'ouverture de nouveaux lits, soit, justement, on met les sous dans les entreprises
et pour pouvoir qu'il y ait une redistribution auprès des salariés. En fait, si tu veux, c'est un cercle vicieux, puisque si il n'y a pas, enfin, je te dirais pas qu'il n'y a pas besoin d'argent dans l'hôpital. Ce serait une hérésie de dire ça après ce que j'ai dit dans la première partie de cette émission. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas en soi de problème d'accueil des gens. Le problème, c'est pas de réinjecter maintenant de l'argent dans l'hôpital. Le problème, c'est que les patients vont aller à l'hôpital si on crée de nouveaux patients. C'est-à-dire que si tu jugules pas le fait que les gens euh, prennent des risques et soient à risque d'être infectés par le travail, par les sorties autorisées sous des prétextes, je ne sais pas lesquels, parce que aussi ils ont un défaut de sécurité, hein, parce que du coup, en fait, il y a absolument rien qui est fait pour la sécurité des gens en termes de ressources. Tu vas créer des patients, donc tu vas créer une pression supplémentaire sur l'hôpital. Non, en fait, il faut le déconstruire et revoir le truc, mais en amont. Si les gens ne vont pas travailler, les gens ne s'infectent pas parce qu'ils sont confinés, donc il y a moins de patients qui arrivent à l'hôpital, et donc tu n'as pas besoin d'injecter de l'argent à l'hôpital, de l'argent que tu peux injecter dans des paiements de salaire partiels et des ressources minimum. Donc en fait, voilà, la question, elle est là. Mais faire travailler les gens, c'est vouloir produire de l'argent. Et à un moment donné, on n'est plus dans ça. On est dans une crise sanitaire qui fait qu'on peut plus, enfin, on peut pas se permettre, en tout cas actuellement, de réfléchir en termes de productivité et de rentabilité. Oui, il C'est faut réfléchir content. d'abord en Oui, termes de sécurité. Mais exactement. C'est parce que en fait, la sécurité qu'on va assurer aux gens, c'est comme je le disais tout à l'heure, du temps en moins sur on sait que les délais de contagion sont plus longs. Pardon. Oui, les délais de contagion sont plus longs que ce qu'on pensait au départ. Au départ, on partait sur une semaine, 8 jours, 7 à 8 jours. Maintenant, c'est entre 14 et 20 jours d'arrêt maladie, puisque ça parlera plus, d'arrêt maladie après diagnostic et traitement. Donc en fait, le problème, il est là, il est qu'en fait, en envoyant les gens travailler, on crée des malades. Donc on crée des pressions sur l'hôpital. Donc en fait, et oui, bah oui, si on doit absorber et traiter plus de malades, on crée un déficit aussi, parce que ça coûte de l'argent de faire ça. Donc en fait, limiter le fait que les gens travaillent, limiter la nécessité pour les gens d'aller au travail, c'est juguler aussi les problématiques hospitalières et puis les problématiques de contagion. ah, mais d'accord, ok, oui. Donc, ouais, finalement, oui. Donc là, c'est là qu'est l'erreur. En fait, tu peux pas juste résumer. Oui, il faut. Effectivement, ce que je disais, on peut pas juste résumer à oui, il faut injecter plus d'argent dans les hôpitaux, etc. Oui, effectivement. Ah non, oui, les hôpitaux ont besoin d'argent, que ce soit, ils en avaient besoin de moyens en dehors du Covid. Le Covid a mis en exergue toutes les insuffisances du gouvernement vis-à-vis de leur gestion des besoins hospitaliers et du service public en général. Par contre, l'urgence, c'est pas d'injecter de l'argent dans l'hôpital. Oui, oui, L'urgence, non, c'est non. que l'argent n'y aille plus. Effectivement, ouais. Effectivement. Après, le but, c'est qu'il faut aussi rassurer les ouvriers, comme se disait Bilal, c'est rassurer les ouvriers sur le fait qu'ils vont pas perdre de poste, qu'ils vont pas perdre leur emploi et qu'ils vont pas, justement, Oui, 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 ils vont il y a pas ça perdre leur aussi. manque à. Et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la crédibilité du gouvernement. C'est qu'un gouvernement qui n'est pas capable de prendre position en faveur du peuple, en fait, tout simplement, et de dire non, on s'assurera qu'il n'y ait pas de licenciement abusif, qu'il n'y ait pas de même licenciement tout court. On s'assurera d'un minimum de ressources pour tous, etc. Un gouvernement qui n'est pas capable, dans une période comme ça, de rassurer son peuple, il peut pas être crédible. Donc on peut pas aussi remettre la faute entièrement aux gens qui continuent de sortir et de vivre parce qu'il y a un sentiment de toute manière, c'est tout ce qui nous reste. Enfin, Ouais, c'est pas, oui, c'est vrai, c'est totalement vrai. On peut pas pleinement leur reprocher, sachant que le gouvernement prend pas toutes les mesures nécessaires qui s'imposent.
Voilà, Ah oui, mais et surtout qu'on a pu voir que l'État, semblait, autoriser certaines formes de sortie pour certaines personnes. Parce que si effectivement l'État, notamment dans les banlieues, envoie beaucoup de policiers, repousser, dans leur, bloc de béton les habitants qui osent sortir, pour l'île de Ré, par exemple, il y a pas eu beaucoup de sanctions, contre les personnes qui allaient faire des pique-niques sur les plages. Ah bah oui, après ça puis c'est toujours la c'est- ça c'est toujours la question entre banlieue et ville quoi. Après on, Oui, on voilà, est- mais bien ça sûr veut dire que pour des gens bien sûr là normaux, où ils voient là ça, où la BAC fait qu'est-ce qu'ils font là de où la leur BAC fait côté, des quoi? dégâts, elle fera encore plus de dégâts en période de confinement parce qu'elle a la légitimité pour faire du dégât quoi. Mais mais bon après voilà quoi, là on sort un peu on sort un peu du débat sur l'économie. exactement. Ouais. Mais Non, moi, je mais ce pense que je veux que. dire, c'est que Vas-y, vas-y, ce que je voulais dire, c'est qu'en voyant ça, les gens, ils voient certains qui ont le droit de sortir, alors pourquoi pas eux, en fait? Là, c'est Après, juste pour en revenir purement au sujet du salarié, il y en a qui ont bien conscience que s'ils sortent pour aller travailler, ils vont se faire contaminer. Et c'est là que ressort la question du fameux droit de retrait. De plus en plus de salariés ne veulent pas travailler, ne veulent pas prendre le risque de tomber malade. Et on a pu le voir, ce que le Covid-19 est une maladie particulièrement violente parce qu'elle s'attaque aux voies respiratoires. tout à Euh, fait. les gens, les salariés ont pas envie de choper enfin, disons-le clairement, cette merde-là, hein. Ils ont pas envie de la choper, donc ils se mettent en arrêt maladie. Et moi, il y a une réaction qui m'a fait très rire, c'est très beaucoup rire, c'est celle de Muriel Pénicaud quand elle s'est attaquée quand elle a pété un câble parce que les patrons du BTP voulaient pas faire travailler leurs salariés. Et puis, je crois qu'il y a aussi Castaner qui s'était énervé de voir que les gens faisaient jouer leur droit de retrait. Alors ça, quand même, ça reste quand même des perles, hein, parce que le droit de retrait, c'est pour faire simple, le droit de retrait, c'est permettre à un salarié qui se sent en situation de danger pour sa santé ou pour sa vie, de se retirer de son travail le temps que le patron prenne les mesures nécessaires pour remédier à ce risque-là. Et du coup, c'est un droit, c'est inscrit dans le code du travail, article L4131-1, voilà, pour ceux qui veulent aller voir. Et c'est un droit qui me semble quand même essentiel. Et là, le gouvernement est en train de râler parce que les ouvriers l'utilisent, quoi. Alors pourtant, c'est quelque chose qui est normal. Qui est même Mais nécessaire, quoi. j'irai plus loin, c'est quelque chose qui est donc déjà légitime et puis qui sauve des vies, en fait. C'est, c'est quelque chose qui est une des solutions à la crise, en fait. Donc, et c'est là où, encore une fois, le gouvernement est absolument pas crédible dans sa gestion, parce qu'en fait, oui, on peut parler d'amateurisme pour le coup, puisqu'ils viennent de découvrir déjà le droit de retrait, visiblement, euh, tout comme moi je le découvre, mais bon, moi je suis potentiellement réquisitionnée, enfin, j'ai un métier qui fait que je connais pas du tout le droit de retrait, donc voilà, je connaissais pas de toute manière. Euh, et c'est là où, bah oui, effectivement, de toute manière, on ne peut pas accorder du crédit à des personnes qui ont un discours aussi contradictoire. Enfin, moi, j'entends complètement, sans cautionner, hein, attention, mais que les gens ne prennent pas au sérieux les mesures qu'on leur demande de prendre. Puis, enfin, il y a aussi une dernière question vis-à-vis de l'économie, parce qu'après on va pas tarder d'être obligé de conclure l'émission. C'est le après la crise économique, après la crise du Covid-19, comment faire pour relancer la machine. Alors je sais pas si vous avez vu, mais il y a un projet de loi qui est actuellement débattu au Sénat qui prévoit entre autres de rallonger la durée légale du travail, de permettre d'imposer la prise de congés payés par les employeurs, chose qui est totalement illégale hein, normalement mais qui par la prochaine loi pourrait être envisageable, ou voir quelquefois faire sauter les week-ends et peut-être juillet-août. C'est quand même assez mastoc comme mesure pour faire relancer l'économie. Là, pourtant, mais c'est des mesures qui servent absolument à rien. Enfin, je pense qu'il vaut. Enfin, non, non.
Il y a rien à dire. C'est des lois qui ont été passées, qui ont été grâce aux luttes des ouvriers. C'est des droits, c'était nécessaire, et c'est toujours nécessaire aujourd'hui qu'il y ait ces droits. Pourquoi ils remettent en question nécessairement tout ce qui a été fait depuis des années et qui ont eu des conséquences sur les économies, très souvent bénéfiques, mais ils veulent voir que le mauvais côté du truc. Bah après, Oui, il y a quand même un impératif, il y a quand même un impératif à relancer l'économie. Après, est-ce que ça c'est la bonne méthode? Bon, moi personnellement, je pense pas parce que va expliquer aux salariés qu'il va devoir faire des heures supplémentaires peut-être non payées, qu'il va devoir travailler les week-ends des jours fériés et qu'en plus en période de non-activité, l'employeur pourra lui imposer des jours de congé que lui ne désire pas prendre. Fatalement, la mesure, elle va pas passer quoi. C'est un truc qui est masto, surtout qu'en fait, le truc, en plus, il n'y a pas de date limite. Il faut relancer l'économie, point. Il n'y a pas de date. La loi sera mise en place, on enlève les 35 heures jusqu'à nouvel ordre. Voilà, jusqu'à ce que, dans notre bon vouloir, on décide de revenir aux 35 heures, on décide d'enlever cette limite. Il n'y a vraiment pas de limite, et c'est ça qui est dangereux. Sabrina, tu voulais prendre la parole? encore une fois, ça enlève tout le crédit à, au gouvernement dans les décisions et les prises de position comme ça unilatérales, pro-patronat, qui vont encore précariser les gens actuellement. Je ne suis pas sûre qu'ils soient bien au courant de ces mesures-là. Je ne suis pas sûre aussi que ce soit le bon moment pour en parler. Mais par contre, je pense que c'est stratégiquement le bon moment pour passer ce type de loi antisociale, un petit peu comme on profite du coronavirus pour passer un 49.3 sur la réforme des retraites, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Agnès Buzyn, qui était la ministre de la Santé, était au courant du cauchemar qu'on allait. Mais voilà, après, j'ose espérer que les gens vont se lever contre ça. En tout cas, beaucoup prennent conscience de la valeur des soignants et des problématiques hospitalières. Donc j'espère que les gens prendront aussi conscience de leurs droits au travail, des conquis sociaux du passé et qui vont se lever une fois que cette crise sera finie contre le monde un peu néolibéral, quoi, parce que le problème, en fait, il est là. C'est qu'on prend des mesures, mais qui sont en faveur du capitalisme, en fait. Et c'est En là, C'est fait, pas des mesures qui sont en faveur, qui sont prises dans l'intérêt du peuple, en fait, hein. tu as C'est soulevé vraiment un ça. point très intéressant, c'est de dire que c'est pas encore le moment. Et c'est vrai que c'est pas du tout encore le moment, parce que ça fait quoi? 6 jours, 4-5 jours qu'on est en confinement. La crise, elle vient de commencer. Parce que le confinement, il vient de commencer. La crise, on en est qu'à ses débuts. Donc, avant de réfléchir à finir la crise, avant de penser à finir la crise, il Comment on faudrait gère le pendant la crise, en fait, comment déjà. gère le pendant la crise, Euh, c'est ça, voilà quoi. Et et, c'est, prendre ce genre et de je loi pense, maintenant, c'est irresponsable quoi. Attends de voir comment évolue l'économie, et puis après t'apportes une solution, mais pas avant. oui, clairement, et puis se positionner à ce stade de la crise, comme tu le dis, qui en est qu'à ses balbutiements, hein, parce qu'on va en voir d'autres. euh, Se positionner, un positionnement du gouvernement aussi tôt et aussi Radical. unilatéral et radical en faveur du patronat, en faveur des grandes entreprises, parce que à ce jour, on ne sait toujours pas comment ça va se passer pour les petits commerçants, pour toutes ces personnes-là. Euh, oui, parce que c'est bien beau de prendre des décisions pour ceux qui ont des salariés, mais il y a des entreprises qui n'ont pas de salariés, des entreprises qui tournent juste avec le patron et la force de ses bras. Donc eux, on les exclut un petit peu de tout ça, dans le sens où ils coulent, hein, euh, et du coup, en fait, prendre des mesures à ce moment-là de la crise, c'est-à-dire tout au début, c'est aussi très révélateur des personnes, enfin du gouvernement qu'on a en place.
Donc ouais, vraiment, moi j'espère que les gens vont prendre conscience que ça se joue, pas maintenant, mais dès la fin de la crise sanitaire. Dès qu'on n'entend plus parler de Covid, il y a des droits à défendre en fait. Mais je suis pas sûre que Mais de toute façon, ça se ça passe. bouge de plus en plus parce que c'est une autre pierre qui est ajoutée à l'édifice du ras-le-bol entre, entre la loi travail, mais bon, c'était pas sous le gouvernement Macron, c'était sous, enfin, c'est Macron quand même qui était ministre du Travail à l'époque qui a fait voter cette Ministre de loi. l'économie. Ministre de l'économie, pardon, excusez-moi, c'est, voilà. Ensuite, après, il y a eu réforme des retraites, je passe vite, du coup, qui a fait vraiment un gros tollé. Et maintenant, c'est petit à petit, on remplit le vase jusqu'à ce qu'il y ait la goutte de trop. Et puis, ce qui est drôle aussi, c'est au niveau du personnel soignant, il y a quoi? Il y a une semaine, 2 semaines, dans les manifestations, en première ligne, étaient gazés, matraqués, etc. Et aujourd'hui, c'est les héros de la nation. Et ça aussi, ça fait prendre conscience aux gens que le gouvernement n'en a absolument rien à foutre. Bah, après, moi, je pense quand même que après cette crise du Covid-19, je pense que si le gouvernement maintient le cap et s'entête à matraquer le système de santé, je pense que j'espère que cette fois-ci, ça passera plus, quoi. Parce que bon, on a vu comme tu l'as dit, on a vu des infirmières se faire gazer juste avant. Là, on les applaudit en héros. Si demain on se remet à les gazer, je pense que là, ça va tout retomber, ça va tout leur retomber à la gueule, hein. Ouais, enfin, après, on est quand même face à un gouvernement qui exprime sa toute-puissance Et qui est très entêté, je te l'avoue. et qui est très entêté, qui se sent en fait tout-puissant, qui utilise la police comme milice d'État, hein, faut pas s'en cacher non plus. Rien n'empêche, sinon nos mobilisations, que ça se reproduise après le Covid. Sachant qu'on est clairement, et c'est là où je vais me répéter, mais on est clairement devant un gouvernement qui fait même pas un mea culpa des mesures qui ont été prises avant, en amont, et qui ont fragilisé tout le système et la population face à une crise de cette ampleur. Et même hors crise, hein, l'hôpital était déjà en crise bien avant, mais voilà. Euh, on précarise les gens de plus en plus, et c'est juste ce que le Covid-19 met en avant. Et il n'y a pas de, il y a pas de, ouais, il y a pas d'excuse, et il n'y a pas de reconnaissance, en tout cas, de l'État, de ses failles à ce niveau-là. Et moi, je trouve que c'est grave. On est face à des gens qui ne se remettent pas en question, et qui ne remettent pas en question Toute leur le politique. système qu'ils ont instauré, Toute leur la politique est en politique, question. effectivement, toute leur politique, et ce qui fait poser des questions aussi sur les enjeux qui pèsent sur eux, sur les élus, dans les politiques qui sont menées, en fait. Et les intérêts qui sont en jeu dans les décisions qu'ils prennent. Est-ce que vraiment les intérêts sont ceux du peuple et de la patrie, ou est-ce qu'il y a d'autres intérêts? Ça fait vraiment poser la question. Ouais. Bah, c'est sur cette interrogation qu'on va conclure l'émission, hein, parce que mine de rien, on a pas mal discuté. Enfin, je suis content parce qu'il y a quand même des choses intéressantes qui sont sorties, hein, notamment bah, l'importance du système de santé, de notre système de santé, le fait que le gouvernement s'est entêté à le saigner et la conséquence que ça a eu. On a pu longuement en discuter. On a aussi pu discuter de cette priorité absolue que met le gouvernement sur l'économie euh, au détriment de la santé des employés. Des employés. Je pense que on a ouvert un bon chemin de réflexion pour nos spectateurs. Si vous avez quelque chose, si vous avez des idées à rajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire cette vidéo. En tout cas, merci à Sabrina, merci à Paul, merci à Marc d'avoir participé. Merci Merci à toi. merci à tous. Et ben écoutez, j'espère vous revoir dans une prochaine émission. Alors peut-être que je vais la sortir, je vais en sortir une tous les samedis ou ça sera à voir avoir des possibilités.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Les Débats du Web, hein, appuyez sur un pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas, oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour pouvoir suivre l'actualité. Et on se retrouve pour une prochaine émission. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Salut!